Salut Sam, bonjour Internet, je suis Sébastien et aujourd'hui je vais vous parler d'une chose un peu différente. L'année dernière j'avais essayé de faire des pronostics, l'année dernière, il y a 2 ans, j'avais essayé de faire des pronostics de... Non, l'année dernière j'avais essayé de faire des pronostics de WrestleMania. C'était un exercice qui était marrant, mais bon, voilà, j'avais pas eu l'envie d'en refaire. Par contre, cette année, j'ai envie de vous parler un peu de WrestleMania 41 qui vient de se passer. J'ai eu l'occasion de le voir et... je vais vous parler des 2 nuits, à peu près dans l'ordre. Bien sûr, tout ceci ne sont que mes impressions, mon impression, mes idées. Elles sont pas forcément populaires, mais pas important. Je voulais les partager parce que WrestleMania, c'est un moment important pour les fans de catch, puisque c'est un peu le Super Bowl du catch, en tout cas au niveau de la WWE, c'est le grand PLE maintenant, c'est le grand event où il y a plein de matchs qui sont censés être super intéressants, qui sont le point culminant d'une année d'écriture, et où on va résoudre des choses et où on va avoir de très gros matchs, et puis voilà. Donc je prends les choses dans l'ordre, et on va commencer tout de suite avec la première nuit, donc la nuit qui a eu lieu pour nous dans la nuit du 19 au 20. Et on a commencé avec un match pour la ceinture du World Heavyweight Championship, où le match c'était Jey Uso contre Gunther. Je vais pas vous faire les résumés de match parce que dans l'ensemble, il y a de très bonnes chaînes pour ça. Je vous invite à aller voir Sturi. Je suis sûr aussi que... Enfin bon, il y a plein de gars qui font des news sur le catch et qui font des résumés de shows. Donc je vous pointerai vers ça. Je mettrai les liens vers les résumés de Sturi. C'est ceux que moi je regarde. Même si je partage pas son point de vue sur beaucoup de choses, il fait du très bon travail et donc je le partage avec vous. Donc je disais, Jey Uso contre Gunther. C'est pour moi, c'est un très mauvais démarrage de pay-per-view, parce que... Alors, le match, il a duré 16 minutes 30. C'est le 3e match le plus long de la soirée. Et mon Dieu qu'il est chiant. Mon Dieu qu'il est chiant. Jey Uso, même si il a balancé tout ce qu'il a dans son répertoire de catch... c'est chiant. C'est vraiment chiant. Et ce qui, me met vraiment par terre, c'est que, malgré le fait qu'il ait eu un match avec plus d'un quart d'heure où il a travaillé plus d'un quart d'heure avec un gars comme Gunther, ils n'ont pas réussi à faire un bon match. C'est impressionnant. Jey Uso, alors que Gunther, vous pouvez le mettre à peu près avec n'importe quel autre catcheur, ils vont vous faire un bon match. Il n'y a qu'à voir ce qu'il a fait à NXT. Il n'y a qu'à voir ce qu'il a sorti aux autres PLE de la WWE. C'est généralement de très bons matchs. Des bons matchs. Mais bizarrement, contre Jey Uso, il n'y a rien, quoi. Alors, je ne suis pas non plus fan du finish. Ils ont essayé de refaire le finish du match Ilya Dragunov contre Gunther, qui à l'époque, je crois, s'appelait Walter, qui était à NXT. À NXT, ça avait bien marché. Donc le fait que Gunther abandonne face à sa prise de soumission. Pourquoi ça marchait à NXT ? Parce que de 1, c'était un match, c'était une vraie guerre. Et de 2, Ilya Dragunov est un gars qui est un bon catcheur. Et donc, quand lui, il porte une soumission, c'est plausible. Jey Uso, le mec, il a passé l'immense majorité de sa carrière en tant que tag team, en tant que catcheur par équipe. Et là, ils lui ont donné un run solo parce que sa catchphrase hit, elle est populaire. D'ailleurs, elle est peut-être pas si populaire que ça, parce que la WWE, ils sont connus pour passer des faux chants dans les systèmes de son des stades ou des salles où ils sont pour encourager les gens à commencer ou à entretenir des chants. Donc le hit, il est peut-être aussi un peu manufacturé. Mais même s'il n'est pas manufacturé, il y a quand même beaucoup de gens qui dansent, il y a beaucoup de gens qui réagissent.
Et c'est pour ça que Jay a eu la ceinture. C'est simplement parce que il est hyper populaire. Enfin, sa catchphrase est hyper populaire. Le jour où elle tombera, il sera lâché. Et ils retourneront peut-être à faire que les Usos savent bien faire, du catch par équipe. Enfin bon, bref, je suis pas du tout de ceux qui sont dans la hype pour Jey Uso, parce que je la comprends pas, simplement. Je vois rien dans ce bonhomme, en fait, et le pire, c'est que je vais vous montrer, juste après ça, une des réponses qu'il a données à la conférence de presse après la nuit 1. Maintenant. Fire for me. Are you asking just me, Oos? Yeet. Hell yeah, I love it. Fire. Internet, I don't know what it is. Soak it in, cause this is it right here. You know what I'm saying? I don't know, but hell yeah. 2-time world shocker, Oos. I'm damn near world heavyweight champ. Yo. Next, Oos. I'm in Vegas. That's all I'm saying. I'm in Vegas. Yeet. Love. Right Vous side, voyez, second- pour moi, il a l'air bourré, le mec. Il parle à moitié, il mange à moitié ses mots. Il est bourré, le bonhomme. Le mec, ça fait 2-3 heures avant, il a gagné pour la première fois un titre mondial, solo. Et le mec, qu'est-ce qu'il se fait? Il se colle une mine directe. Tu parles d'un professionnalisme, quoi. Enfin bref, passons. J'ai vraiment hâte que Jey Uso perde rapidement sa ceinture, mais comme Triple H est quelqu'un qui n'apprécie pas les fans de catch qui s'expriment sur Internet, on peut être sûr que Jey Uso va avoir un run à très long terme. Après tout, Gunther vient d'avoir un run de plus de 6 mois, je crois, presque 1 an en tant que champion World Heavyweight. Non, 6 mois, ouais. Ils vont essayer de lui donner un gros run aussi, je pense, à Jay. Ça va me saouler, mais ils vont essayer. Enfin bon, bref, passons. Passons au match suivant, qui était le New Day contre les War Raiders. Ça a été un bon match, qui a duré un peu plus de 9 minutes 15. Et ça a fini sur une victoire du New Day, qui donc remporte de nouveau la ceinture par équipe. Le New Day qui est récemment tourné heel, donc qui joue maintenant les méchants. Et c'est vraiment... Ils tiennent un truc sympa, et j'espère que dans la saison qui vient, on va leur laisser le temps d'écrire et de développer un peu tout ça, parce que j'aimerais bien voir où ils vont. Parce que pour l'instant, ils ont une super promo, où justement ils ont fait leur turn sur Biggie, et qui était vraiment un magnifique moment de promo. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à la voir. Je mettrai peut-être le lien d'ailleurs dans la description. Et c'était vraiment un très grand moment. Et pour l'instant, ils roulent sur l'inertie de ce truc. J'espère qu'ils vont avoir le temps de reconstruire, de redévelopper des choses maintenant qu'ils sont champions. Alors, je suis pas sûr qu'ils avaient besoin d'être champions, mais apparemment, les créatifs de la WWE pensent que c'était nécessaire pour eux. Donc, est-ce que c'est un truc de transition ou pas? Enfin bon, on verra. Ensuite, premier match féminin de la soirée, Jade Cargill contre Naomi. C'était un match moyen parce que Naomi, elle a fait de ce qu'elle a pu, mais Jade Cargill, d'accord, elle a la présence, elle a le star power, elle a le physique, mais pour l'instant, je sais pas, elle m'a pas convaincu dans le ring. Alors, je suis pas un expert du catch, hein. Physiquement, je suis pas foutu de faire tout ce qu'ils font, même pas faire un back bump, je serais foutu de faire correctement. Donc, moi, ce qu'elles ont fait m'a vraiment mis sur le cul, mais comparé au match féminin qu'on va avoir à la nuit 2, il y a clairement une grosse différence. Alors, bon, comme dit Jade Cargill, elle est encore vachement verte. Elle est quand même assez jeune dans le métier. Donc, bon, alors le truc, c'est que elle est jeune dans le métier, on la balance tout de suite sur le devant de la scène comme ça. C'est pas forcément lui rendre le meilleur des services, mais au moins elle travaille avec des gens qui ont énormément d'expérience et pour apprendre et développer son style. Donc,
On verra. Ça s'est déjà amélioré par rapport à l'année dernière où on l'avait mis par équipe et où elle avait été carrée complètement par les 3 autres filles qui étaient dans le ring avec elle. Là, au moins, elle a pu faire un singles et ça a tenu la route. Même si c'était le match... Ah non, c'était pas le match le plus court de la soirée. Mais c'était le deuxième match le plus court. Enfin bon, passons. 4e match de la soirée. Un match pour le titre des États-Unis chez les hommes, qui était LA Knight, le champion, contre Jacob Fatu, le loup-garou samoan. Et ça, c'était génial. Moi, personnellement, j'apprécie beaucoup ce que fait Jacob Fatu dans le ring. LA Knight, il fait du bon boulot aussi. Je l'aime pas particulièrement au micro parce que je trouve qu'il est un peu trop tryhard. Il essaie un peu trop fort de ressembler à Steve Austin. C'est pas mon truc. J'accroche pas au personnage. Mais il fait du très bon travail. Et donc, je ne rechigne pas à le voir dans le ring. C'est juste que j'accroche pas à sa personnalité, c'est tout. C'est un bon match. C'est un match assez brutal, qui dure 10 minutes 40, pardon, et qui vraiment mérite d'être vu parce que les deux nous font quand même un beau petit show. Et prenez le temps de le regarder, vous verrez, c'est une histoire assez classique dans l'ensemble. Et ça finit par Jacob Fatu qui, un peu plus d'1 an après son arrivée à la WWE, gagne déjà une ceinture solo après être sorti de la Bloodline. Enfin, pour l'instant, il est dans la New Bloodline de Solo Sikoa. Mais ça pourrait ne pas durer. Donc voilà. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir ce que Jacob Fatu va faire avec ses défenses de titre, parce que je sens que le titre USA, là, le United States Championship, là, il va gagner en prestige s'il lui laisse le temps et l'occasion de le défendre régulièrement. Donc voilà. Match numéro 5. Un très très bon match de la soirée, le plus court, puisqu'il a duré que 7 minutes 55, puisque c'était El Grande Americano contre Rey Fenix, le frère de Penta, si je me rappelle bien. Je peux me tromper. Et alors normalement, ça aurait dû être Rey Mysterio, je crois. Mais Rey Mysterio s'est blessé juste au SmackDown avant WrestleMania. Dommage. Et au lieu de mettre Dragon Lee, qui est un des autres luchadors de la faction de Rey Mysterio Junior, qui est la LWO, le Latin World Order, et ils ont mis le petit nouveau, qui vient d'arriver, Rey Fenix. Et ils ont bien fait. Parce que ce match, il était magnifique. Le match a duré 8 minutes, il était juste ce qu'il fallait. C'était vraiment classe. Les deux nous ont fait des choses magnifiques. Et moi, j'ai vraiment adoré. Généralement, je ne suis pas un gros fan de Lucha Libre. Mais là, c'était un beau match. Et puis bon, le fait d'avoir un gros rouleau, donc un mec très fort quand même, comme Chad Gable, et Grande Americano, c'est quand même génial. Pour moi, c'était un bon match et je l'ai vraiment apprécié. Donc, je vous le recommande de le regarder, vous ne perdrez pas beaucoup de temps. Avancez les entrées, parce que dans WrestleMania, vous avez, si je compte là, donc c'est un show de 4 heures, je crois, et si je compte là, on en est à quoi 35 minutes, 50, 60... On est à 1h30 de catch, vraiment, entre les cloches. Voilà, donc il y a beaucoup de packages vidéo, les entrées sont longues. Avancez tout ça, regardez le match, vous verrez. Il vaut le coup, celui-là. Si vous voulez voir un truc qui bouge un peu, regardez-le vraiment, il était vraiment très fun, j'ai vraiment apprécié. Match numéro 6, avant-dernier match de la soirée, et un match pour le championnat féminin, puisque c'était Tiffany Stratton, la championne, celle qui est rentrée championne, qui s'est battue contre Charlotte Flair, le Nepo Baby de la WWE. C'est simple, à chaque fois qu'elle revient, elle chope une ceinture. Et justement, là, le public, il en avait marre, et il y a eu un turn organique sur elle. La foule a commencé à la huer, alors qu'ils s'attendaient normalement à ce qu'elle vienne en tant que babyface, donc la gentille derrière lequel le public se met. Malheureusement, non, ça n'a pas marché, le public l'a rejeté, et donc, ils ont dû changer ça en vitesse. Ça a fait que ça a donné des promos un peu bizarres entre Tiffany Stratton et Charlotte Flair. Bref, c'était pas le meilleur build parmi tout cela. Le match était
correct, même si, de nouveau, par rapport aux deux matchs féminins de la soirée suivante, il y a un cran en dessous, bizarrement. Tiffany Stratton en a pris plein la gueule pendant ce match. Je crois qu'elle s'est même pété une dent. Bref, vous verrez si vous regardez le match, elle finit un peu avec la gueule un peu quand même amochée. C'est les risques du métier. Et dans l'ensemble, c'est un match correct, comme dit, pas exceptionnel, mais correct. Et surtout, j'étais très content qu'il laisse la ceinture à Tiffany Stratton et qu'il ne la redonne pas à Charlotte Flair. Parce qu'effectivement, c'est là, à chaque fois qu'elle est revenue, ils lui ont jeté une ceinture autour des hanches. Et puis voilà. D'ailleurs, je vous reparlerai un peu de tout ça pendant la nuit 2. Et enfin, on arrive au 7e match de la soirée, qui était du pur cinéma. Le triple threat, où il n'y avait aucune ceinture en jeu d'ailleurs, qui était le main event de la soirée, entre Seth Rollins, CM Punk et Roman Reigns. Avec Paul Heyman au milieu de tout, enfin qui était en manager de CM Punk. Et c'est un super match que les trois ont fait. Les gars sont vraiment à un sacré bon niveau. Et c'est clairement le match de la soirée. Et c'est peut-être pour moi le candidat au match de WrestleMania. On verra un peu avec les autres. Sachant que pour l'instant, je l'ai vu qu'une fois, j'ai pas eu l'occasion de le revoir pour me refaire vraiment une idée. Donc je base vraiment sur mes premières impressions à chaud. Sur mes premières impressions. Mais dans l'ensemble, ça a été une histoire très très bien faite avec Paul Heyman qui sait pas où se mettre entre CM Punk et Roman Reigns. Si vous regardez le catch un peu, vous savez que Paul Heyman a été pendant très longtemps derrière Roman Reigns, pendant qu'il était le Tribal Chief, chef tribal. Il a aussi été par le passé très longtemps aux côtés de CM Punk, puisque après tout CM Punk est un Paul Heyman guy. Hein. Il a été... Paul Heyman a vraiment une grande part de responsabilité dans le fait que CM Punk soit dans le business du catch et soit aussi populaire. Donc, les deux, comme dit, les deux se seront un peu battus pour qu'ils soient dans leur coin. Et au milieu de tout ça, au milieu de ce merdier, vous avez en plus Seth Rollins, qui a quand même un gimmick qui pour moi commence à être vieux, commence à me blaser un peu parce qu'il est un peu bloqué, a toujours répété les mêmes choses, je suis l'architecte, mec, ça fait 10 ans que t'es l'architecte, change ton gimmick un peu. Le problème, c'est que si nous change ton gimmick, il va finir en Liberace avec des tenues encore plus folles et puis pas beaucoup plus. Par contre, dans le ring, ces trois-là, ils nous ont fait un spectacle monstrueux. Et le finish de ce match est juste magnifique. C'est une superbe écriture. Paul Heyman a un jeu d'acteur plutôt correct, je trouve, selon les standards du catch. Et ça finit avec Seth Rollins qui gagne le match, à la surprise générale, avec une double trahison, puisque Paul Heyman a d'abord trahi CM Punk, puis il a trahi Roman Reigns pour faire gagner Seth Rollins. Je pense qu'on n'a pas fini avec cette histoire, loin de là, et que le lundi qui vient, donc le premier Raw qui va venir après WrestleMania, il va y avoir des choses très intéressantes. Et à mon avis, cette histoire, elle risque de durer un bon moment pour cette saison, pour la nouvelle saison qui va démarrer à partir de ce lundi. Et donc voilà, ceci conclut donc la première soirée qui a vraiment très très mal démarré et qui a monté en intensité au fur et à mesure. Le milieu de carte était... Le match Jacob Fatu et Knight et le match Grande Americano et Phoenix était génial. Le match de Tiffany Stratton Charlotte Flair, c'était un peu en dessous au niveau intérêt-intensité, ou alors en tout cas c'est moi ils m'ont lâché. Hein. C'est comme ça que... Enfin moi j'ai vraiment lâché pendant ce match, et puis j'ai repris pendant le main event parce qu'il était vraiment énorme, et toute l'histoire qu'ils ont construite, elle était vraiment très classe. Donc, dans l'ensemble, une première nuit plutôt correcte, même si elle a démarré vraiment en toute petite vitesse. On va donc passer maintenant à la nuit 2. La nuit 2, on ouvre avec un match en triple threat pour le championnat mondial féminin, avec Io Sky qui est championne quand elle rentre dans le ring, Rhea Ripley et Bianca Belair. Et ce match est vraiment
bien. Il est dans la continuité de l'histoire qu'ils ont écrit. C'est-à-dire que Bianca Belair et Rhea Ripley veulent constamment se taper dessus, au point à chaque fois d'oublier Io Sky. Et ça a été le cas aussi pendant ce match. Et Io Sky a vraiment... Moi, j'adore vraiment ce qu'elle fait dans le ring. Alors, les deux autres, Bianca Belair et Rhea Ripley, sont vraiment pas non plus mauvaises. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais Io Sky, pour moi, elle est un cran au-dessus. Elle a un genre vraiment classe et qui est vraiment sympa. Et je suis très heureux qu'ils aient eu le courage de lui laisser la ceinture encore un moment et de voir ce que ça va donner. Donc, Io Sky gagne le match. Et puis, une bien meilleure ouverture que la nuit 1. Un bien meilleur match féminin que les 2 matchs précédents. Et ça annonce de très bonnes choses pour le début, pour la nuit 2, si ça démarre comme ça. Ensuite, on part sur un match qui était bien différent au niveau du ton, puisque c'était le street fight entre Drew McIntyre et Damien Priest. Et ça aussi, c'était un bon match. Bien, avec une bonne intensité, bien violent, bien fun. Perso, j'ai beaucoup aimé. Et enfin, ça y est, Drew McIntyre a enfin une victoire. Et moi, étant un gros fan de Drew McIntyre, oui, je le reconnais, je suis partial. Et je suis très content de le voir gagner de manière quand même assez clean, donc de manière propre, il n'y a pas à discuter. Je ne sais pas si cette histoire est finie, en tout cas on verra bien. Mais c'est un match que je vous conseille de regarder si vous aimez bien les matchs un peu sportifs. Ensuite, on a eu un véritable spectacle pour le 3e match, puisque c'était le Fatal 4-Way, donc un match à 4, pour le titre intercontinental de la WWE, qui est une ceinture hyper légendaire, où il y a vraiment... qui a été portée par des gens, généralement par les gens les plus capables techniquement de l'industrie. C'est Bron Breakker qui rentre le champion. Alors, Bron Breakker, c'est pas un technicien, mais c'est un mec avec un physique monstrueux, puisque c'est le fils de Rick Steiner, et donc le neveu de Scott Steiner. Et bref, le genetic freak, il est tout comme les deux Steiner, et en plus le mec a une explosivité monstrueuse quand on parle de course ou de saut, et il est capable de faire des choses mais hallucinantes. Et à chaque fois, les commentateurs... Alors moi j'ai regardé tous les matchs dont je vous parle, je les ai regardés avec les commentateurs anglais, sachant que si vous ne... Il y a aussi des commentateurs francophones, dont Christophe Agius, et qui vont faire du très bon travail. C'est juste que je préfère le style des commentateurs américains, et surtout parce que dans les commentateurs américains, il y avait Wade Barrett, et il est vraiment fun. Donc j'ai vraiment apprécié ça, et c'était vraiment un super moment de ce côté-là. Et donc, en tout cas, c'est un super match. C'est un match avec des spots, mais complètement fous, justement avec Bron Breakker. Donc, je vous ai pas parlé des autres participants. Il y a Dominic Mysterio, il y a Penta et Finn Balor. Donc, il y a 2 membres d'une faction, Finn Balor et Dominic Mysterio. Ils font partie tous les deux du Judgment Day. Et ils vont faire une grosse partie du match, 2 contre 1. Et forcément, ils vont avoir le dessus pendant un long moment, jusque bien sûr, puisqu'on est dans un match où c'est du chacun pour soi, forcément, Dirty Dom va se tourner contre Finn Balor, et va essayer va à un moment essayer de l'attaquer et de faire des tombées sur lui. Ce qui marche pas au début, mais qui, après un bel enchaînement final, fait que il gagne de manière plutôt correcte. Et Dominic Mysterio, s'il n'est pas encore face, il a ça de tourner face organiquement, de manière organique, sans que ce soit forcé par l'écriture, et c'est vraiment classe. Donc j'ai hâte de voir ce que Dominic Mysterio, champion intercontinental, va nous donner. Et je pense qu'on va bien rigoler dans les semaines qui viennent. Ensuite, match numéro 4. C'était un Open Challenge, qui était le premier gros pop de la soirée.
Pop, c'est généralement quand le public exulte, quand face à une apparition surprise, ce genre de choses. Puisque là, Randy Orton n'ayant personne contre qui se battre, il a fait un challenge, un défi ouvert. Il a dit, si quelqu'un veut venir, qui vient, je lui casserai la gueule, et il sera victime des 3 lettres les plus dangereuses du catch, à savoir le RKO. Et cette joke monstrueuse, Joe Hendry est en plus le champion d'une autre fédération qui est en bon terme avec la WWE, qui est la TNA, qui a aussi une fédé historiquement, qui a beaucoup de... qui a été vachement populaire dans les années 2000. Elle a un peu chuté depuis, mais par exemple, AJ Styles, il vient de la TNA. Kurt Angle, il a fait des superbes années à la TNA. Enfin bon, voilà. Ron Killings, R-Truth, il a fait aussi des années à la TNA. Enfin bon, voilà. Il y a eu de super choses à la TNA. Si vous n'avez pas vu la TNA dans les années 2000, vous avez raté quelque chose. C'était vraiment sympa. Et là, c'était un match rapide. Hein. C'était un match qui a duré 3 minutes. Mais ça a été le meilleur encart publicitaire pour TNA qui était faisable. Et alors, c'était pas un squash, parce que Joe Hendry a réussi à monter une petite offense. Forcément, il a perdu face à un expert et un vétéran comme Randy Orton. Mais c'était un super match, vraiment très fun à regarder. Et ça finit avec, quand même, Randy Orton qui fait une belle pub pour la TNA, puisqu'à la fin du match, il relève Joe Hendry, lui lève le bras. Grosse reconnaissance pour lui, et c'est vraiment classe. Et pour la TNA aussi, puisque, après tout, il est champion de la TNA. Donc voilà, c'était un bon petit moment, et c'était le premier vrai moment. Moi, ça m'a beaucoup amusé aussi, donc c'était vraiment très sympa. C'était le petit moment pour souffler après le gros combat qui était le Fatal 4-Way, donc c'était très sympa. Et ça a pu nous préparer pour la suite, qui était le match contre, justement, je vous parlais d'AJ Styles juste avant, de AJ Styles contre Logan Paul. Un match pareil, où il n'y avait pas d'autres enjeux que les deux qui s'affrontent. C'est un match qui a duré 17 minutes 50. Il était un peu longué, je trouve. Mais, au final, Logan Paul gagne, et de manière clean, si je me rappelle bien. Il vole pas la victoire. Et Logan Paul, il n'est pas populaire du tout, c'est même un des heels les plus détestés dans le métier pour le moment, et à juste titre parce que le mec est un sale connard, réellement parlant, dans la vraie vie, et pas juste sa personnalité dans le catch. Et beaucoup de gens, je pense, paieraient cher pour voir Logan Paul se faire casser la gueule pour de bon une fois, dans un ring. Mais c'était pas le cas ce soir. Et puis voilà. Puisqu'il a gagné le match en 17 50, comme j'ai dit avant, et c'était un match assez sympatoche. Salut Bissama, bonjour tout le monde, Sébastien du futur. Je suis en train de faire le montage et il s'est passé 2-3 petites choses. Je viens de voir passer sur mes internets une promo de Karrion Kross qui était en réaction, qui a dû se passer dans le post-show de WrestleMania de la nuit 2, qui est justement après le match de Logan Paul et AJ Styles. Je vais vous la partager. Elle est qu'en anglais, elle n'est pas sous-titrée, je suis désolé. Pour ça, il faudra attendre peut-être un jour ou deux. Vous la verrez passer probablement sur Twitter ou sur Reddit ou sur d'autres trucs comme ça. Mais en tout cas, sur Twitter, il y a des chances que vous voyez passer en français ou sous-titré. Mais voilà, je vous la partage pour ceux qui comprennent l'anglais, parce que c'est juste, il vient de nous lâcher une pépite Karrion Kross, et j'espère du fond du cœur que ça va permettre de le remettre un peu sur le devant de la scène, parce que ce mec est magnifique au micro. Je vous laisse regarder, et je vous redonne la main après à Sébastien du passé. Salut. Peace next to all. Let's talk about how awesome it is that Logan Paul just won. And let's talk about, Sam, let's talk about what Logan Paul represents. The shortcut. Feels so good to be here. Feels so good to be in the business. Thinking about all of the funerals that I wasn't able to attend for the last 11 years in this business, all of the holidays I missed. You know, I could have just started a YouTube channel, could have just jumped in there with AJ Styles. Feels really good, right? It's awesome. It's really good. Do you guys know we have 25 years combined experience, and what are we doing on Mania? Well, they know because they're normal human beings, and they actually love professional wrestling, but apparently that doesn't mean shit anymore.
That doesn't mean shit. All I asked Alan to do was for once to not think about just himself. Think about everybody in the back and think about the professional wrestling fans. That's all I wanted him to do. Sometimes to do the right thing, you have to do the wrong thing. But he's a narcissist, and he had to do it his way. Hey, Alan, how many more WrestleManias do you have in your system? Probably, I don't know, one. Maybe this is the last one, and you just pissed that away. For what? For what? For your way? Thanks a lot, bud. I really appreciate it. You want to know what the best advice I ever got? It was from Bill Goldberg. 2021, back when I was in the Twilight Zone, you know what I mean? I'm wrestling for gasoline. It was awesome. Let me tell you all about it. Bill goes, hey, Cross, you know what? You remind me a lot of me. I go, I think we have different styles, Bill, but I really appreciate that. Do you have any advice for me? He goes, you know what? You just got to be a good soldier. A good soldier is what he said. So I decided to be a good soldier. You know what happened? They released me. And then I come back. You know what being a good soldier gets you, everybody here? Just so in case you're wondering, you want the back scoop here. Being a good soldier gets your times cut. Being a good soldier means that people come up to you and say, hey, you got any great ideas? Yeah, here it is from Scotland. No. That's a little too great. We're looking just for good ideas. That's for those guys over there. That's what being a good soldier is, okay? Being a good soldier is coming to your hometown where you cut your teeth when we got started and not being on the card. It's all about viral moments now. That's what it's all about, viral moments. Well, Guy, everybody's been telling me that I got to become undeniable. And as soon as it happens, they ignore it and they shut it down. I never asked to wrestle Randy. I never asked. That happened organically, and you ignored it for a viral moment. And good on Joe. Nothing against him. But you ignored it. And the crowd told you exactly how they felt about me on SmackDown when I was eliminated. And you ignored it. Become undeniable. My ass. My ass. You want a viral moment? On behalf of all of the true fans of professional wrestling, Guy with the suit and tie in the truck, go fuck yourself. That's from Killer Cross. No. Fuck it. Mais on va continuer et on va arriver au dernier match féminin de la soirée, à savoir Lyra Valkyria et donc qui normalement aurait dû faire un match avec Bayley. Mais Bayley a été attaquée à la nuit 1 et donc n'était plus en état de se battre le lendemain. Et elle avait donc, Lyra Valkyria a dû trouver un partenaire mystère pour se battre contre les deux femmes du Judgment Day, donc savoir Liv Morgan et Raquel Rodriguez, qui sont les championnes par équipe. Et c'est là qu'on a eu le deuxième gros pop de la soirée, puisque, est arrivé en partenaire mystère, est arrivé Becky Lynch, qui après un an de repos, je crois qu'aussi en plus elle s'est occupée de son gamin, je crois, enfin bon bref, elle avait mis en pause le catch pendant une année, et elle est revenue là ce soir-là, bien sûr sous les ovations magistrales du public, tout le monde était fou, pour un match qui dure 8 minutes 40 et qui durait tout à fait correct. Eh bien, c'est Lyra Valkyria et Becky Lynch qui gagnent la ceinture et qui donc ressortent championnes. Et moi j'ai un problème avec ça. Si les fans se sont tournés contre Charlotte Flair, parce qu'à chaque fois qu'elle arrivait, elle se retrouvait parachutée sur un match pour une ceinture, et bien là, Becky Lynch, elle est dans le même cas. Sauf que la seule différence, c'est qu'elle est arrivée en remplaçante. Et moi, ça me pose un problème. Alors qu'elle arrive dans le match pour faire un beau moment en WrestleMania, aucun problème. Ça aurait fait un super moment, les gens en auraient parlé. À la fin, elles perdent, parce qu'après tout, Lyra Valkyria et Becky Lynch n'ont pas de passif commun, elles n'ont pas travaillé ensemble, je crois. Je peux me tromper, corrigez-moi si je me trompe, enfin bon, bref. Elles n'auraient pas dû gagner les ceintures. Et c'est une très grosse connerie, je pense, d'avoir donné les ceintures à Becky Lynch. Et si vous êtes content que Becky Lynch et Lyra Valkyria aient gagné la ceinture, mais que vous n'êtes pas content que Charlotte Flair ait été catapultée à un match pour la ceinture, eh ben, je vous invite à réfléchir un peu, parce que là, vous avez un beau 2 poids 2 mesures en face de vous.
cas, moi, c'était un bon match, mais j'ai pas du tout été content de la manière dont ça a été fini. Et on arrive enfin sur le dernier match de la soirée, le dernier match de WrestleMania, à savoir Cody Rhodes, champion undisputed, donc indisputé de la WWE, contre John Cena. La ceinture était en jeu. Grosses entrées pour les deux. Et comme tout le monde le savait, enfin, tous ceux qui faisaient un tout petit peu attention au catch et qui ont pu réfléchir un tout petit peu, se sont rendus compte que John Cena va gagner, et John Cena a gagné. Et il a fait tout ce qu'il avait promis, puisqu'il est sorti sans feu d'artifice, sans célébration, sans rien. La ceinture à l'envers autour de des hanches. Et puis voilà. Le gros problème de ce match, et c'est le gros point noir, c'est que au milieu du match, enfin non, même pas au milieu, dans les 10 dernières minutes du match, il y a eu une interruption. Travis Scott, qui est un rappeur, je sais pas comment définir, un artiste en tout cas, comment définir ce qu'il produit, parce que c'est de la grosse merde. Ça me plaît pas du tout, alors que le rap, généralement pas de soucis, mais là, waouh. Il est aussi responsable d'un des titres qui a servi de générique, de thème musical à WrestleMania cette année. Donc voilà. Il est aussi dans l'histoire parce que quelques mois en arrière, il avait fait une intervention, il avait accompagné The Rock et John Cena, ils avaient attaqué Cody Rhodes, et le mec lui a mis des pains littéralement dans la tronche à Cody Rhodes. Et en gros, on savait qu'il nécessitait un ticket, qu'il allait se manger un ticket pour son comportement. Enfin, si ça avait été un catcheur, il aurait pris un ticket pour ça. Le problème, c'est que c'est une star, c'est une superstar, donc c'est un peu différent. Ils l'ont fait rentrer, il a pris un temps fou à venir sur le ring, il a complètement tiré le frein à main sur le match, et il a complètement gâché le match. Il est monté dans le ring, il a pris son crossroads, il est ressorti, voilà. Pour certains, ça y est, il a été reçu son ticket. Non, c'était pas un ticket, c'était un joli spot. Cody Rhodes l'a bien protégé. C'était bien, il a fait son boulot, donc voilà. Le mec, il se balade quand même avec la ceinture hardcore WWE sur l'épaule, enfin une réplique. Mais si le mec, à chaque fois qu'il sort, il se balade avec une ceinture hardcore, j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un qui lui tombe dessus, qui lui explique ce que c'est le catch hardcore. En fait, pas lui explique, mais lui fasse une démo. Et en fait, qu'on laisse un petit tas sanguinolent, là, comme ça, de Travis Scott, qui nous fout la paix. C'est un peu comme The Rock. J'étais très content que, justement, il n'y ait pas eu d'intervention autre que celle-là. Il n'y ait pas eu de The Rock. Alors, il y a eu une entrée au début du match. Il y a eu une intro de Stone Cold, qui était assez rigolote. Mais... parce qu'en plus, Stone Cold a complètement merdé son entrée. Il est venu avec un ATB, donc un quad. Et il s'est éclaté. Il a eu un petit accident en tapant une rambarde de sécurité. Je crois que il a dû se faire une frayeur avec une femme qui était dans le public, parce que ils avaient l'air de faire assez attention à cette personne. Enfin bon, voilà. Passons. Enfin bon, bref, voilà. Avant le dernier match, donc Stone Cold était rentré pour annoncer les chiffres, le gate, donc les places vendues. Et c'est là qu'il y a eu tout ça. Et puis bon, voilà, passons. Rien à voir avec le match, pardon. Mais bon, passons. Comme dit, le match était correct en soi, et s'il n'y avait pas eu ce gros segment, ce gros tirage de frein à main qui a été l'intervention de Travis Scott, le match aurait été bon. Et WrestleMania aurait fini sur une bonne note. Le problème, c'est qu'il y a ça qui a complètement refroidi l'intérêt du match, quoi. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment, vraiment dommage. Et donc comme ça, on a un WrestleMania qui démarre très mal, qui finit plutôt mal, mais au milieu, c'est plutôt correct. Je pense que pour moi, le match du PLE, le match de ces deux soirées,
il y a quand même pas mal de bons candidats, mais je dirais que ça se joue à pas grand-chose entre le... Mais je pense que ça va être le main event de la soirée, hein, qui est en fait le vrai main event de WrestleMania. Et juste derrière, il y a le four-way qui était juste génial. Hein. Il a duré que 10 minutes, mais il était vraiment classe. C'est peut-être vraiment les deux matchs que j'ai le plus apprécié ce soir-là. Et puis voilà. Mais ouais, il y a beaucoup de monde qui ont l'air assez frustrés par justement le fait que ce qui est censé être le clou de toute une saison d'écriture, bah comme ça, n'a pas réussi à bien traiter deux de leurs plus gros matchs, puisque, après tout, Gunther Jey Uso, c'était l'ouverture du premier soir, donc c'est généralement, le match d'ouverture et le match de fin sont des matchs importants, et là, ils ont merdé 50%. Voilà. Le match Gunther Jey, il a été merdé par l'exécution, parce que Jey Uso est un incapable, et en solo, et en plus, elle a été... Enfin, je suis pas un fan du finish, parce que comme dit, ils ont essayé de refaire le finish de Ilya Dragunov, Gunther, mais avec Jey Uso à la place, et forcément, ça marche pas. Ça marche pas du tout. Et de l'autre côté, il y a John Cena, Cody Rhodes, et il y a des choses complètement insensées qui se passent et qui gâchent le truc. En fait, j'ai l'impression que... Est-ce que c'est parce que The Rock est dans la boucle de l'écriture de ce feud-là, parce qu'il est là et qu'ils ont créé cette personnalité stupide qui est le boss final du game, The Rock. The Rock, il n'est pas le boss final du game. The Rock, c'est le boss final de Lego, peut-être à la limite, mais c'est certainement plus le boss final du game. Le vrai boss final du game de la WWE, il a abandonné en 3 secondes, même pas, sur Jey Uso au début du premier match de WrestleMania, la première nuit. C'est pour moi le vrai boss final du game à la WWE. Vu comment il l'avait construit jusqu'à ce match, c'était Gunther. Le problème, c'est que là, Gunther, ils lui ont chié dessus, quoi. Donc, on verra bien ce qu'ils vont en faire. Alors, bon, Jey a quand même dû lui balancer tout ce qu'il avait, et même là, ça suffisait pas. C'est pour ça qu'au final, il lui a volé une de ses prises de soumission. Mais c'était peut-être dans l'idée de le garder fort. Mais le problème, c'est que... Oui, je reviens là-dessus, parce que c'est vraiment le match qui m'a saoulé. Hein. C'est vraiment le match qui m'a saoulé. Pour moi, par effet de bord, ça vient réduire la qualité du match de Ilya Dragunov, Gunther de NXT, pour le NXT UK Championship. Et ça me rend dingue. Quoi. C'est juste parce qu'ils veulent continuer à pousser Jey Uso parce qu'il est populaire et qu'il vend et que voilà, je comprends très bien, c'est ça le business. Mais merde quoi, merde. Ça m'emmerde quoi. Ça vraiment me fait chier, voilà. Enfin bon, voilà. Dans l'ensemble, c'est un bon WrestleMania si on oublie le premier et le dernier match. Et encore, c'est pas vrai. Le dernier match, c'est un bon match jusqu'à l'intervention de Travis Scott. Après, tout ça, c'est foutu en l'air. Voilà. Bref, c'est comme un très très bon repas dont l'entrée et le dessert ont été complètement ratés. Ben, vous avez passé un bon moment. Dans l'ensemble, je suis pas fâché du tout de ce que j'ai vu, mais... Vu que ça finit sur une mauvaise note et que l'entrée était pas bonne non plus, eh ben on en sort déçu. Et ben là c'est pareil, j'en suis un peu déçu. Mais après tout, je suis qu'un fan, un fan d'internet du catch et de la WWE, donc je sais très bien que de toute façon ça n'arrivera jamais, mais je sais que je fais partie de ceux dont la vie ne compte pas pour la WWE, puisque Triple H l'a très bien dit, il ne supporte pas les fans d'internet. Et il nous l'a bien prouvé pendant ce WrestleMania, puisque les deux... puisque un des chouchous de l'Internet, Gunther, s'est fait démonter et s'est fait un peu humilier. Donc voilà. Enfin bon, dans l'ensemble, comme dit, c'était un bon moment. Ça va vous prendre... Alors, ça dure 8 heures si vous regardez tout. Si vous regardez les packages, les vidéos, les entrées, tout ça, si vous faites juste le catch, vous en sortirez pour 3-4 heures. Ouais, 4 heures à peu près, à la moitié, quoi. Et si vous prenez un peu de temps à regarder les packages, parce que de toute façon, pourquoi il y a de si gros packages à WrestleMania ? C'est parce que WrestleMania, c'est le PLE, c'est l'event
qui est fait pour le grand public. C'est pas l'event qui est fait pour les fans de catch. Et c'est pour ça que je ne vais pas... Je vous parle pas des matchs. Je vous parle pas... Je vais pas en profondeur dans les matchs, à part celui qui m'a saoulé. Parce que... Eh ben... Ils sont pas faits pour me plaire à moi, ils sont faits pour plaire à une autre partie du public. Et ça se voit d'ailleurs parce que il y a tellement eu de near miss, il y a eu tellement, enfin, c'est toujours pareil à WrestleMania, tout le monde peut encaisser les finishers de tout le monde. Il faut balancer tellement plus pour arriver à finir un match. Les finishers, les prises de finition, littéralement, ne veulent rien dire à WrestleMania, et je trouve ça vraiment, vraiment perturbant. Enfin bon, passons. Comme dit, c'était correct, c'était sympa, c'était pas le meilleur WrestleMania. Le 40 de l'année dernière finissait beaucoup mieux, même si le 40, on a dû supporter l'incrustation de The Rock avec son petit ego fragile. Et heureusement que les femmes ont hurlé pour qu'on s'en débarrasse, parce que sinon on se serait mangé une Cody Rhodes The Rock, et ça m'aurait rendu dingue. Enfin bon, voilà. Dans l'ensemble, je suis relativement content de ce WrestleMania. Je vous recommande de le regarder si vous aimez bien le catch ou si vous voulez découvrir ce qu'est le catch vraiment quand il est à son plus grand public. C'est vraiment ça. Si vous voulez voir ce qu'est le catch quand c'est fait par et pour les fans, il n'y a qu'un show que je peux vous conseiller, c'est d'aller voir le Backlash de l'année dernière qui était en France et où le public a fait l'ambiance et où le public a rendu des matchs corrects en des matchs exceptionnels. Et là, on est à l'opposé. Généralement, le public, là, il est à moitié mort à chaque fois. Et aux États-Unis, le public est vraiment, vraiment... Voilà. Mais comme dit, si vous voulez un peu voir ce que c'est le catch grand public, regardez ça. Vous verrez. Et si ça vous plaît, vous pourrez regarder alors un peu plus les shows hebdomadaires qui sont disponibles en France sur les chaînes du groupe AB jusqu'à la fin de l'année. Et partout ailleurs dans le monde, c'est disponible. Je crois presque quasiment partout ailleurs dans le monde, c'est disponible. Sur Netflix maintenant, puisque le WWE Network va être fermé l'année prochaine quand en France et je crois aussi en Belgique, parce que je crois que c'est les deux seuls pays qui utilisent encore le network, n'auront plus les contrats avec AB Productions. Alors après, si AB Productions réussit à renouveler, ça changera peut-être, mais je pense pas, parce que vu le pognon qu'a mis Netflix sur la table, je pense que le groupe AB pourra pas lutter. Donc, on verra bien l'année prochaine. Mais en tout cas, ce WrestleMania était correct, même si, effectivement, il commence mal, il finit pas très bien. On verra ce que donne l'écriture dans les mois qui viennent. Le prochain très gros PLE sera cet été pour SummerSlam, qui sera aussi un PLE en 2 nuits. Mais moi, j'ai hâte de voir ce que donnera Backlash. Et en tout cas, moi, je vais m'arrêter ici. Donc, je vous remercie de votre attention. Comme d'habitude, je vous souhaite de trouver ce qui vous rend chaque jour un peu plus heureux. Et en attendant ma prochaine vidéo qui parlera de... Je sais pas, parce que je sais pas quand est-ce que cette vidéo va être publiée. Eh bien, je vous dis à tous ça la prochaine fois, ou plutôt comme on dit chez moi, bis nächste Mal.